qui est la directrice du Comité de conditions de vie et de travail des femmes du Conseil régional FTQ. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. OK. Bien, bienvenue dans ce webinaire organisé par le Comité de conditions de vie et de travail des femmes du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Nous l'avons lu, nous l'avons entendu aux nouvelles, la pandémie due à la COVID-19 a fait ressurgir le dossier de la violence conjugale. En effet, le confinement, mesure essentielle pour freiner la propagation du virus de la COVID-19, contribue à l'augmentation de la violence à l'égard des femmes. Le constat est unanime au Québec, comme partout sur la planète. Le chiffre fait froid dans le dos. Au Canada, entre le 1er avril et le 4 mai 2020, 9 femmes ont été victimes de féminicide, contre 5 à pareille date il y a un an. 9 victimes dont le seul tort était d'être nées femmes. Lorsque la pandémie du coronavirus a pris d'assaut le monde, une autre épidémie, plus sournoise, faisait déjà la une des journaux. La violence envers les femmes. Cette dernière n'a depuis guère cédé sa place au rang des dangers qui guettent les femmes aux prises avec un conjoint, un père, un frère, un amant violent. Ni au Québec, ni ailleurs sur la planète. Que pouvons-nous faire syndicalement pour soutenir nos membres qui vivent cette violence conjugale? Pour nous en parler, nous avons invité France Paradis et Isabelle Renaud. France Paradis est VP à la condition féminine de la FTQ depuis 2017. Conseillère syndicale chez Unifor, elle est une précurseur qui a mis de l'avant la violence conjugale comme étant un enjeu syndical. Isabelle Renaud, avant de se joindre à la FTQ, Isabelle Renaud était responsable de l'éducation à l'Alliance de la fonction publique du Canada, AFPC Québec. De 2004 à 2014, elle a milité au Conseil régional FTQ Montréal métropolitain à titre de vice-présidente représentant les travailleuses et les travailleurs de Laval. Bonne rencontre. Alors, merci Ginette pour cette introduction-là. C'est un immense plaisir pour France et moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci au Conseil, à votre comité, de nous faire une place pour parler de ce sujet-là. D'entrée de jeu, ce que j'ai envie de dire, c'est que la présentation PowerPoint qu'on va vous faire aujourd'hui, elle a été pensée pour un premier contact souvent. Parce que dans le mouvement syndical, c'est un enjeu qu'on tente de plus en plus de mettre au devant de la scène. Mais ça a été conçu comme étant un premier contact pour pas mal de représentants syndicaux là, concernant la violence conjugale. Donc, on revient sur certains concepts qui pourraient, pour certaines qui sont un peu plus au fait, être redondants, on s'en excuse. Mais sachez que ça a été pensé pour un public qui n'était pas trop connaissant sur la chose. Ce que j'ai envie de dire pour commencer, je suis désolée, hein, je me suis comme patenté un bureau là, avec 2 écrans, tout ça, fait que je vais bouger la tête souvent. J'espère que ça ne sera pas trop fatigant durant la présentation. Ce que j'ai envie de dire, là, c'est que cette pandémie-là, elle a bouleversé beaucoup de choses dans nos existences. Vous le savez, nos relations sociales, l'organisation du travail. Mais ce qu'elle nous offre aussi, c'est un temps d'arrêt qui nous permet de réfléchir à nos pratiques dans plusieurs sphères de nos vies et dans notre pratique syndicale. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'en revenant à une certaine normalité, là, que je mets entre guillemets, on recommence tout comme avant, puis je me permets de faire cette mise en garde-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'au nom de la reprise économique, par exemple, on parle beaucoup de relance ces temps-ci, on renonce à faire valoir les droits de la personne. Il ne faudrait pas qu'on mette le sujet de la violence conjugale sur la glace parce que, vous le savez comme moi, pandémie ou pas, la violence conjugale, ça ne prend pas de pause. Et parce qu'on sait aussi qu'en 2019, il y a une fille qui a été tuée à tous les 3 jours au Canada. On ne parle pas de statistiques qui sont loin de nous, on parle de ce qui se passe dans notre pays. Puis à l'heure actuelle, les effets de la pandémie sur la violence subie par les femmes et les enfants, ça demeure peu connu. Si vous me permettez l'expression, j'ai envie de vous dire qu'on est en plein dedans. Fait que c'est comme difficile d'avoir un recul par rapport à ça, mais quand même, il y a des organismes internationaux comme les Nations unies qui sonnent l'alarme. Et là, si vous voyez sur la diapo que je viens de vous mettre à l'écran,
il y a une enquête qui a été menée par Statistique Canada qui démontre qu'une femme sur 10 et un homme sur 20 a déclaré ressentir beaucoup ou énormément d'inquiétude à propos de la violence familiale qui pourrait être vécue pendant la crise. Puis on va voir un peu plus loin dans la présentation que les Québécois et Québécoises ont raison de s'alarmer parce qu'il y a une augmentation. On a remarqué une augmentation de la violence conjugale depuis le début de la pandémie. Si on prend la deuxième diapo, pourquoi parler de violence conjugale dans un contexte de pandémie? Bien, d'entrée de jeu, c'est parce que pour nous, c'est un enjeu de société. Comme vous pouvez le voir, au Québec, la violence conjugale représente près du tiers des crimes contre la personne. Puis en Amérique du Nord, près de 3 femmes sur 10 vivront de la violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie. Je tiens à faire une précision ici, bien sûr, que les hommes aussi vont vivre la violence conjugale, mais comme les écarts sont faramineux entre les sexes, qu'on dit que c'est un enjeu qui est sexo-spécifique touchant les femmes. Bon. Maintenant, quand on parlait d'enjeux de société, c'est sûr qu'il y a des données économiques qu'on voulait vous présenter parce que ça, si vous voulez, c'est quand même assez frappant de constater ça. Constater que l'incidence économique de la violence conjugale a été estimée par le ministère de la Justice du Canada en 2017 à 8,4 milliards de dollars au Canada. Et ça, ce 8,4 milliards de dollars-là, ça va compter les coûts visibles qui ont été assumés par l'État, par exemple. Là, je vais vous donner des exemples comme la justice, tout le système de justice pénale, tout le système de justice civile, le système de soins de santé. Et il y a aussi tous les coûts invisibles qui sont associés à ça, qui ont été associés par les victimes, comme par exemple toute la rémunération qui a été perdue, la formation perdue, les biens endommagés ou volés, les frais de déménagement. Donc, ça couvre pas mal de choses. Également, pourquoi est-ce qu'on voulait vous parler de la violence conjugale dans le cadre d'un webinaire syndical? C'est parce que pour nous, je vous dirais que syndicalement parlant, ça fait partie de notre ADN de lutter pour avoir une société plus juste et plus équitable. Et que le pari qu'on fait, là, c'est en contribuant à faire de notre voisinage, de notre milieu de travail, des environnements qui sont sécuritaires, non violents, en faisant la promotion de relations égalitaires et exemptes de violence, on participe à la diminution des risques de violence conjugale. Alors, là, ce qu'on a fait par rapport à toutes les mesures qui ont été prises, vous savez, il y a eu le confinement, les mesures d'urgence exceptionnelles qui ont été mises en place pour contrer l'épidémie. Bien, il y a différentes choses là-dedans qui ont contribué à soit créer de la violence conjugale ou à exacerber des situations de violence qui étaient déjà présentes. Comme vous pouvez voir sur la présentation, bien évidemment que l'augmentation de l'exposition des enfants et des adolescents à la violence, quand les milieux de garde sont fermés, quand l'école est fermée, bien, il y a un risque là, qui s'accroît. Il y a aussi le confinement, toutes les mesures qui ont été prises, bien, ça a rendu les possibilités en fait, de séparation pour les femmes qui sont victimes plus difficiles. Tout était plus compliqué, vous le savez. Aussi, il y a d'autres facteurs qui peuvent accroître les risques de violence conjugale. Je vous en nomme quelques-uns ici qu'on a mis. La consommation d'alcool, de drogue durant la pandémie, le chiffre d'affaires de la SAQ ne s'est jamais aussi bien porté. Précarisation de la situation économique aussi. On le sait que souvent, l'argent, c'est une grosse source de tension dans les couples. Alors, vous imaginez quand il y a une personne qui perd son emploi, quand il y a 2 personnes qui perdent son emploi, c'est un facteur aggravant. Il y a aussi l'affaiblissement du réseau social, évidemment. Quand on était confinés, on était avec notre noyau dur, on était privés de nos amis, privés de nos collègues de travail, privés de notre famille élargie. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent contribuer à augmenter la violence conjugale. Il y a aussi toute la question de la santé mentale. Par rapport à ça, on en a fait une planche spécifique pour vous en parler un petit peu.
Il y a la maison de sondage Angus Reid qui confirme dans un sondage pan-canadien que les femmes se sentent plus anxieuses ou inquiètes que les hommes, 48% contre 36%. Et il y a le Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail qui a sondé 1259 Québécois du 30 avril au 7 mai. Selon cette enquête-là, 56% des femmes et 41% des hommes ont dû vivre un niveau élevé de détresse psychologique. Ces données-là, quand on les met en perspective avec les années précédentes, bien, c'est là qu'on voit que les chiffres ont beaucoup augmenté parce qu'en 2015, il y a une étude similaire qui avait été menée par le Centre d'expertise qui montrait que 33% des femmes et 24% des hommes se trouvaient dans une situation où la détresse psychologique était assez élevée. Il y a aussi une petite chose que je voulais vous parler, c'est que quand vous allez sur le site de la FTQ, sûrement que plusieurs d'entre vous avaient déjà fait l'expérience, vous êtes accueillis par une espèce de petit robot là, qui vous invite à clavarder, qui vous, en fait, redirige vers un être humain, en l'occurrence moi. Et il y a beaucoup de monde qui utilise ce service-là. Je vous dirais qu'en temps de pandémie, c'était vraiment plus achalandé que d'habitude. On répondait à peu près à 150 personnes par jour et on estime, on a fait nos calculs et on estime que depuis la mi-mars, on a répondu à peu près 8000 personnes sur le site de la FTQ. Et quand je dis 8000 personnes, c'est des personnes qui ne sont pas juste issues de nos rangs, là. C'est tout le monde qui écrit. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de femmes non syndiquées allaient vers nous pour poser des questions et tout ça. Au début de la crise, c'était beaucoup des questions sur les différents programmes mis en place. C'était la PCU qui arrivait, il y avait du bon. Mais au fur et à mesure que la crise, que le confinement, que tout ça s'est étiré dans le temps, alors ce qu'on a remarqué, c'est une augmentation des problèmes de détresse psychologique. Donc, nous, évidemment, on n'est pas des intervenantes. Ce qu'on faisait, c'était du référencement vers notre je dirais, réseau de délégués sociaux ou vers des organismes qu'on connaissait bien, tout ça. Mais on le voyait vraiment, là, c'était clair comment est-ce que les gens se sentaient de plus en plus stressés, angoissés, crise de panique, tout y est passé. Alors là, ça, c'est comparer des choses qui sont incomparables, mais quand même, on l'a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment qu'une pandémie mondiale de COVID-19, ça ne se compare avec rien de ce qu'on a vécu jusqu'à date, mais on a quand même été voir pour essayer de faire certains parallèles avec des grandes catastrophes naturelles qui ont ébranlé des populations pour voir s'il y avait une incidence sur la violence conjugale. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une étude qui avait été réalisée aux États-Unis après l'ouragan Katrina qui a démontré une prévalence élevée de la violence conjugale chez les femmes, soit 25% des femmes. On est allé faire le même exercice auprès d'une catastrophe naturelle qui est un petit peu plus près de nous. Vous savez, il y a eu les grands feux en Australie dernièrement. Et ce qu'une étude a révélé, c'est une étude qui s'intéressait aux effets des feux sur les communautés touchées, a démontré qu'une diminution du revenu augmentait de 4,68% le risque de violence conjugale chez les femmes provenant de ces communautés-là. Et aussi, on retrouve le même phénomène en 2011 au Japon, quand il y avait eu un très grave tremblement de terre. Là aussi, on avait constaté une augmentation de la violence conjugale. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand les populations sont ébranlées par catastrophes naturelles, déstabilisées, bien souvent, ça va se traduire par une augmentation de la violence conjugale. Alors maintenant, je vous amène à la planche qui nous montre qu'au Québec, la ligne SOS violence conjugale, eh bien, elle a révélé, en fait, la ligne a vu une hausse de 15% des appels depuis le début des mesures de confinement. Je pense que cette planche-là mérite qu'on la décortique ensemble parce qu'il y a des faits assez troublants derrière ça. Puis on voulait parler notamment de la question des femmes autochtones.
Alors, même avant le début de la pandémie, là, les femmes autochtones du Canada vivaient avec des risques de violence et d'abus plus élevés que les non-autochtones. Ça, c'est un fait qui avait été mis en lumière, notamment par l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il y a un sondage qui a été effectué auprès de plus de 250 femmes autochtones qui a révélé qu'une répondante sur 5 a déclaré avoir été victime de violences physiques et psychologiques au cours des 3 derniers mois. Donc là, on parle spécifiquement de la pandémie. Aussi, les résultats préliminaires de ce sondage-là, puis 2 autres consultations qui ont été faites, laissent entendre que la plupart des femmes autochtones craignent plus la violence conjugale que d'attraper la COVID-19. Alors là, vous en conviendrez comme moi que ça, c'est clairement pas normal, c'est clairement pas acceptable. Et aussi, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé voir l'ampleur de la violence conjugale chez les personnes LGBTQ2+. Bon, par rapport à ça, on s'est fié à l'INSPQ. Ça, c'est l'Institut national de santé publique, et qui nous disait que c'était difficile d'établir de façon précise l'ampleur de ce phénomène-là chez les couples LGBTQ2+, parce que le sujet avait tout simplement été peu étudié. Mais ce que les chercheurs nous disent, c'est que que la violence conjugale dans les couples gays et lesbiens est au moins aussi répandue que la violence qui existe dans les couples hétérosexuels. Et les chercheurs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a clairement une limite aux données qui ont été trouvées parce qu'il y a une sous-déclaration des actes de violence conjugale vécus par les personnes LGBTQ2+, pour plusieurs raisons. Premièrement, peur des réactions homophobes, peur de susciter des préjugés, la discrimination, le rejet des communautés. Mais j'ai tenté vraiment fort de trouver une étude, en tout cas des données sur la violence conjugale au sein des couples LGBTQ2+, suite à la COVID-19 au Québec, au Canada. J'ai pas trouvé encore. Je vais continuer de chercher, par exemple. Mais sachez qu'avec ce que les chercheurs nous disent, c'est qu'on peut penser que ces données-là sont au moins à peu près similaires à ce que les couples hétérosexuels vivent. Et par rapport à ça, ce qu'on regardait aussi dans des interviews qui étaient données Radio-Canada, il y avait la directrice de la Maison du Cœur, Edith Mercier, j'avais vu une entrevue d'elle à Radio-Canada, qui s'attendait à ce que les demandes d'aide affluent au fur et à mesure que le gouvernement desserre les mesures de confinement. Et ça, ça nous ramène à nos milieux de travail parce que de plus en plus, les personnes commencent à réintégrer graduellement nos milieux de travail. Donc, nous, en tant que représentants syndicaux ou représentantes syndicales, on peut s'attendre à avoir des personnes dans notre entourage, nos collègues qui ont vécu de la violence conjugale durant la pandémie. Alors là, je vous amène à une étude qui avait été faite une enquête qui a été faite par le CTC, le Congrès du travail du Canada, et l'Université Western Ontario. Parce que souvent, les employeurs vont avoir tendance à nous dire que la violence conjugale, ça n'a pas rapport avec le milieu de travail, c'est quelque chose qui fait partie de la sphère privée. Alors, voici des chiffres que vous pouvez amener à la table de négociation pour lui montrer qu'il a tort. Donc, vous voyez sur la planche, une personne sur 3 a été victime de violence conjugale au Canada et plus de la moitié de ces personnes-là indiquent qu'au moins une des formes de violence conjugale a continué sur les lieux de travail. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la violence conjugale, ça n'arrête pas sur le pas de la porte de la maison, ça nous suit aussi quand on va au travail. Autre chose, 1,9% des victimes déclarent que la violence conjugale nuit à leur rendement professionnel, difficultés de concentration, retard ou absence prolongée, tension dans leur milieu de travail. 8,5% des personnes victimes de violences conjugales déclarent avoir perdu leur emploi en raison de la violence conjugale. Là, vous savez, ça, pour une travailleuse, c'est la peine capitale, ça, perdre son emploi. Prochaine planche. 37,1% des personnes victimes considèrent que la violence conjugale a également des impacts sur leurs collègues. Et dans 3,4% des cas, des collègues ont été blessés ou menacés sur les lieux de travail. Alors ça, ce que ça nous montre, c'est que la violence conjugale a le potentiel de fragiliser
tout un milieu de travail et ça devient un enjeu de santé-sécurité, clairement. Je vous montre sur l'autre planche qui dit pourquoi l'employeur et le syndicat devraient collaborer sur cet enjeu-là. Alors, il y a un sondage du Conference Board du Canada, ça, c'est pas un think tank de gauche, qui dit que 71% des employeurs déclarent s'être trouvés dans une situation où c'est avéré indispensable de protéger une victime de violence conjugale. Alors, sur un enjeu comme celui-là, moi, je n'ai pas peur de dire que l'employeur et le syndicat, ils devraient collaborer. Parce que dans ma pratique, comme Sylvie l'a mentionné, Ginette l'a mentionné, pardon, avant d'être à la Condition féminine de la FTQ, j'étais conseillère syndicale pendant longtemps. J'ai négocié beaucoup de conventions collectives. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui avaient zéro expertise sur la violence conjugale. Zéro. Donc, point de vue syndical, on est plus avancé que beaucoup d'employeurs sur un enjeu comme celui-là. Donc, c'est à nous d'amener ça aux tables de négociation, puis de faire l'éducation auprès des employeurs, puis de leur proposer des textes. On va en parler un petit peu plus loin, mais on a déjà du langage que vous pouvez prendre pour vous en inspirer quand vous allez aller négocier votre prochaine convention collective. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire une diapo sur qu'est-ce que la FTQ fait en matière de violence conjugale, évidemment, avant de céder la parole à France, qui va pouvoir vous présenter de façon plus précise qu'est-ce que vous, dans votre section locale, vous pouvez faire dès demain, pour lutter contre la violence conjugale. Alors, qu'est-ce que nous, on fait à la FTQ? Bien, on fait des documents de référence. Documents de référence, il y en a un, je l'ai transféré à Sylvie, qui pourra vous donner, ou sinon c'est sur le site de la FTQ aussi, qui pourra vous transmettre. Ça s'appelle « Violence conjugale et milieu de travail, des arguments pour agir syndicalement ». Donc, dans ce document-là, c'est un petit bijou parce que tout l'argumentaire pour la table de négociation, pour en parler avec votre employeur, c'est tout dans ce document-là. Vous avez déjà du langage de convention collective qu'on est allé chercher dans différents milieux de travail. Donc, vous pouvez vous en inspirer. N'hésitez pas. Vous pouvez le mettre aussi disponible sur votre site web. C'est vraiment, là, vous pouvez l'utiliser, ce document-là, ça va nous faire plaisir. Il y a le site FTQ Femmes. On a fait un onglet spécifique pour la violence contre les femmes. Donc, à cet endroit-là, vous trouvez tout. Donc, en un seul clic, vous avez accès aux publications de la FTQ, aux mémoires qu'on a rédigées là-dessus. Vous avez accès à une pléthore d'informations, nos prises de position politique aussi qui ont été faites. Il y a aussi, pour ceux et celles qui étaient au dernier congrès de la FTQ, si vous vous rappelez, on a adopté une nouvelle déclaration en matière de santé et de sécurité. Et dans cette déclaration-là, je vais vous en lire un petit extrait qui dit qu'il soit de plus résolu que le 32e congrès de la FTQ réclame que la loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit une obligation de prévention de la violence, incluant la violence conjugale pour les employeurs. Alors, ce que ça veut dire maintenant, c'est que dans toute la représentation politique que la FTQ va faire, dans notre lobby, on parle de la violence conjugale et de cette obligation-là explicite de prévention pour les employeurs. Et évidemment, ce qu'on fait aussi, c'est du support, du référencement pour les personnes qui sont sur le comité de conditions féminines, aussi pour tous les groupes qui en ont besoin, on est toujours là. Et on offre des conférences et formations aussi sur ce sujet-là, mais sur bien d'autres sujets. Alors, c'est à partir de ce moment-là que je passerai la parole à France pour qu'elle puisse vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos sections locales pour lutter contre la violence conjugale. Vas-y, France. Merci, Isabelle. On va passer à l'autre diapositive, s'il te plaît. Donc, la violence conjugale est plus présente que jamais, même si on la voit moins. Pour qu'on la voit moins, il faut être conscient qu'avec le télétravail, beaucoup de victimes de violences conjugales sont pris à la maison avec l'agresseur. Donc, beaucoup plus difficile de contacter les services d'aide, beaucoup plus difficile de demander de l'aide à des proches, des confrères, des consoeurs de travail. Isabelle, tout à l'heure, vous parlez d'une hausse de 15 % depuis la pandémie. Mais soyons réalistes, c'est quand même beaucoup plus que ça.
parce que 15% ont déclaré. Et on sait qu'il y a une grande partie des femmes victimes de violences conjugales qui ne le déclarent pas ou que c'est très long avant qu'ils le déclarent. Donc, je pense que les vrais chiffres, on va les avoir dans quelques mois de l'impact que ça a eu. Donc, le confinement rend la violence plus difficile à voir, mais elle est plus présente que jamais pour les femmes et les enfants qui la subissent. On oublie souvent les enfants dans les cas de victimes de violences conjugales. Ils en sont témoins, parfois, ils sont ceux qui mangent des coups aussi. Donc, il ne faut pas les oublier. Vous voyez ou entendez quelque chose qui ressemble à de la violence conjugale ou familiale, appelez le 911. J'aime beaucoup la prochaine citation qui dit « Le coronavirus, c'est l'affaire de toutes et de tous, la violence conjugale et familiale aussi. » Isabelle, elle doit être tellement tannée de m'entendre répéter ce bout-là. C'est clair, dans le temps de la COVID-19, on a entendu beaucoup de gens qui appelaient les policiers pour dénoncer des rassemblements, pour dénoncer que le voisin, son père, allait l'aider à faire des rénovations chez lui. Mon Dieu, que c'était donc grave. Mais par contre, le même voisin entend une femme victime de violence conjugale, il y a des grosses chances qu'il n'appelle pas la police en se disant « c'est pas de mes affaires ». Donc, il va falloir sensibiliser les gens à dire c'est vraiment important. Quand vous entendez des choses ou vous avez des doutes, ayez pas peur, prenez les devants, dénoncez, appelez. Donc, il faudrait que les gens soient aussi proactifs sur la violence conjugale que certaines personnes l'ont été sur le coronavirus. On va passer à l'autre planche, s'il te plaît. Maintenant, dans nos sections locales, qu'est-ce qu'on peut faire? La majorité des sections locales ont des sites web. C'est facile d'ajouter juste un onglet qui traite de la violence conjugale. Ça ne prend pas énormément de temps, ça n'a pas besoin de mise à jour à toutes les semaines et on met de l'information qui peut aider nos personnes qui veulent avoir de l'information sur la violence conjugale. On va vous donner ici quelques trucs que vous pouvez mettre sur vos sites web. Ça peut être indiqué que si la personne est victime de violence conjugale, elle peut aller à la pharmacie pour acheter des médicaments ou d'autres produits, s'adresser à la caissière ou à la pharmacienne pour qu'elle appelle la police ou une maison d'hébergement pour vous. L'avantage du confinement, présentement, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'aller à des endroits à 2 et à 3 personnes. Donc, la personne peut donner l'excuse « je vais rentrer toute seule à la pharmacie étant donné que c'est plus compliqué » et en profiter pour demander de l'aide à ce moment-là. Laissez une note dans la boîte à lettres de votre voisin en qui vous pouvez avoir confiance. Le dernier bout, il est très important. En qui vous pouvez avoir confiance parce qu'on s'entend que si c'est le meilleur chum de votre conjoint puis vous mettez une petite note dans la boîte à lettres pour lui dire « j'ai besoin d'aide, je suis victime de violence conjugale » et qu'il s'en va le rapporter à votre conjoint, on s'entend que ça peut être pire que jamais. On va aller à l'autre planche. Allez à l'épicerie, adressez-vous à la caissière ou à un commis pour lui demander d'appeler les maisons d'hébergement pour vous. En ce moment, là, ça redevient un petit peu à la normale, mais au moment où on a préparé la présentation, c'était beaucoup plus simple de rentrer une personne. Beaucoup d'endroits empêchaient de rentrer deux à la fois. Si vous vous faites livrer des denrées, des produits ou du restaurant, de glisser une petite note au livreur. Donc, c'est tous des petits trucs qui peuvent être indiqués sur le site web. Puis, ça permet aux gens d'avoir une idée. Et je peux vous dire par expérience que les gens dans mon entourage et dans mes amis proches savent à quel point je suis impliquée dans ces dossiers-là. Et ça m'est arrivé à plus d'une reprise qu'on me demande conseil. Franck, je connais une telle personne qui est victime de violence. Comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là? Donc, si c'est sur votre site web et que les gens vont le lire, bien, ne serait-ce que s'il y a une personne, ça aura fait la job qu'on veut. On peut passer à l'autre planche, s'il te plaît. Si vous avez la possibilité de prendre une marche, apportez votre cellulaire, approchez-vous d'une personne qui marche aussi pour lui demander d'appeler la police ou une maison d'hébergement pour vous. C'est sûr que là, il faut que vous indiquiez vos coordonnées, votre adresse, votre numéro de téléphone pour qu'ils sachent où vous rejoindre. Le confinement est à l'heure du déconfinement. Vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Ça aussi, ça peut être un message d'espoir pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. De dire, bien, je ne suis pas toute seule, ça s'en vient de déconfinement et à ce moment-là, je pourrais aller chercher de l'aide. Si vous pensez à toutes ces personnes-là qui sont seules présentement, qui peuvent, le seul moyen d'appeler, c'est d'aller dans la salle de bain avec un cellulaire et de risquer que le conjoint entende ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est des beaux petits outils qui peuvent aider beaucoup de personnes.
On va passer à l'autre planche, s'il te plaît, Isabelle. Vous avez ici, je sais que vous ne l'avez peut-être pas reçu, mais vous allez recevoir la présentation. Dedans, vous avez les coordonnées, entre autres, d'SOS Violence conjugale, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, l'Alliance des maisons d'hébergement deuxième étage pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. L'Alliance de la maison d'hébergement deuxième étage pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, ils ont fait une belle affiche que vous pouvez mettre dans vos milieux de travail. Et ce qui est très intéressant dans cette affiche-là, c'est qu'elle est disponible en 22 langues. Donc, les milieux de travail que vous avez des personnes immigrantes, ça devient intéressant pour eux autres de pouvoir voir, vous l'afficher dans leur langue. La personne se sent encore plus concernée. Elle sent que vous êtes prêt à l'aider. Vous lui donnez un service de plus qui lui donne une confiance inestimable d'être capable de lire et de comprendre ce que vous venez d'afficher. Donc, ça peut être facile de mettre sur les babillards, de mettre sur vos sites web aussi dans la langue des personnes de vos sections locales. Je trouve que c'est un beau geste pour nos personnes qui ont besoin d'aide, encore une fois. On va passer à l'autre planche, s'il te plaît. Tout dépendant du syndicat dans lequel vous êtes, il y a plusieurs actions que vous pouvez poser. Entre autres, si vous avez un programme d'intervenante auprès des femmes. Pourquoi des intervenantes? C'est que la personne est identifiée clairement vis-à-vis et l'employeur et le syndicat, les employés. On sait que c'est cette personne-là qui s'occupe des dossiers de violence conjugale. Ces articles-là de convention collective sont disponibles dans le guide qu'Isabelle vous a parlé un peu plus tôt dans le HTTPS et tout ça, là, sur le site web et dans le document sur la violence conjugale. Vous avez des conventions, des clauses types à mettre dans vos conventions. Donc, on essaie de vous aider au maximum pour pas que vous ayez besoin de faire de recherche ou de créer des clauses dans ce sens-là. On peut passer à l'autre planche, s'il te plaît. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas tous les syndicats qui ont des intervenantes auprès des femmes, avoir au moins une déléguée sociale dans son milieu de travail qui est sensibilisée à la violence conjugale. Pourquoi sensibiliser à la violence conjugale? Dans mon autre vie, avant que je sois représentante, j'ai eu à m'occuper d'un cas de violence conjugale où le conjoint a laissé ma consoeur de travail pour morte. Et finalement, elle m'a appelée, elle était à l'hôpital, elle a dit là, je ne peux pas rentrer, ça ne va vraiment pas bien, j'ai été victime de violence conjugale, j'ai été à l'hôpital pour un bon bout de temps. J'avais aucune espèce d'idée quoi faire pour sécuriser cette personne-là sur son lieu de travail. Heureusement, malheureusement, mais heureusement, elle n'avait pas besoin de rentrer le lendemain matin parce que le lendemain matin, probablement, si on l'avait laissé rentrer à son poste de travail, on l'aurait mise en danger. Pourquoi? Parce que son conjoint, il était arrêté après quelques jours et dès qu'il a été arrêté, il a appelé sans cesse à Frédéric chez l'employeur pour lui parler. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a une consoeur de travail qui donnait de l'information. Ben non, elle n'est pas ici, elle est à l'hôpital. Et là, on a dit, oh, il faut qu'on agisse parce que là, on est en train de lui donner de l'information ou la trouver en plus. Donc, sensibiliser à la violence conjugale, ça veut dire deux choses. Avoir le bon réflexe, s'assurer qu'on est capable de protéger cette personne-là, mais aussi de s'assurer que la personne qui va venir demander de l'aide, ça va être confidentiel. Si vous avez bien remarqué, j'ai dit une déléguée sociale. Pourquoi on privilégie les femmes? C'est tout simplement parce qu'une femme va avoir plus tendance à aller se confier à une autre femme si elle est victime de violence conjugale. C'est pourquoi on demande, si c'est une déléguée sociale, d'essayer au moins que ce soit une femme qui le souhaite. Négocier des dispositions sur la violence conjugale dans les plans de santé et sécurité en milieu de travail. Tout à l'heure, Isabelle vous a mentionné qu'il y avait plus de 50% des cas de violence conjugale qui continuent sur les lieux de travail. Donc, si on part du principe qu'on en a probablement toutes et tous dans nos milieux de travail, il y a des grosses chances qu'un jour, on ait à le vivre dans le milieu de travail. Et de ce chiffre-là, 3,4% des collègues ont été menacés ou blessés sur les lieux de travail. Donc, c'est important quand on négocie de sensibiliser aussi l'employeur qu'il faut qu'il protège les autres personnes, pas juste la victime de violence conjugale. Donc, ça peut être une façon de le vendre. J'en ai négocié plusieurs et à certains endroits, je me faisais dire quasiment « Ah non, nous autres, on n'en a pas. » Non, tu ne peux pas en avoir parce que première des choses, tu n'as pas d'ouverture. Déjà, quand on t'en parle, tu es zéro ouvert à ça. Deuxième des choses, la personne n'a aucune idée qui aller voir pour chercher de l'aide. C'est la journée où tu ouvres
cette balise-là où que tu peux avoir des gens. Puis par expérience, j'ai un endroit dernièrement qui n'a pas voulu le mettre dans la convention collective. Et on en a parlé à l'Assemblée préparatoire, on en a parlé à l'Assemblée de ratification, comme quoi que l'employeur avait refusé de le mettre. Par contre, il y a une personne qui a été victime de violence conjugale et son premier réflexe a été quand même d'aller demander de l'aide au syndicat parce qu'elle dit « Je sais que vous vouliez faire quelque chose là-dessus. Pouvez-vous m'aider? » Donc, ne serait-ce que tant que vous ne l'avez pas dans vos conventions collectives, si vous le présentez dans vos assemblées, vous ouvrez déjà une porte à ces gens-là d'aller chercher de l'aide. On va passer à l'autre planche, s'il te plaît. Négocier des articles, ça peut aussi dire de négocier des congés en cas de violence conjugale. C'est-à-dire qu'il y a des conventions collectives. Présentement, chez Unifor, on en a de 5 jours. On va jusqu'à 10 jours, entre autres, à l'Intercontinental, qui ont réussi à négocier 10 jours en cas de violence conjugale. Pourquoi des jours en cas de violence conjugale? C'est simple. La personne qui est victime de violence conjugale, la première chose qu'elle fait, elle quitte le domicile, pas de brosse à dents. Le toutou du petit qui est probablement resté dans la chambre et qui pleure sa vie parce qu'il n'a pas pu partir avec son toutou parce qu'ils sont partis en 35 secondes. Et de plus, c'est assez qu'elle quitte puis qu'elle n'a pour une semaine ou deux à ne pas avoir de revenus. Pensez-vous que pour elle, ça devient encore plus facile de partir? Non. Si au moins elle n'a pas à se casser la tête sur le point de vue financier, ce sera toujours bien cette étape-là qu'on l'aura aidé. Il faut se tenir prêt lors de la réouverture de plusieurs milieux de travail. On va peut-être avoir des collègues qui vont avoir vécu des choses pendant la pandémie, justement, et on doit être prêt à pouvoir aider ces personnes-là. C'est important. On va passer à l'autre planche, qui est la citation qu'Isabelle m'a fournie et que je trouve tellement... N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilant votre vie durant. C'est tellement de thèmes présentement. Si vous avez pu voir encore aujourd'hui, là, je parle sous toute réserve parce qu'il n'y a rien de confirmé, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a une femme qui aurait été victime. Son conjoint l'aurait assassiné, il aurait viré l'arme contre lui. Donc, on sait que ce n'est pas des journées faciles qui s'en viennent, on sait que ce n'est pas des mois faciles qui s'en viennent, on sait que la fin d'année risque d'être difficile, mais il faut être là pour supporter nos femmes et les victimes de violences conjugales. Je sais que j'ai répété à plusieurs reprises dans ma présentation les femmes, mais c'est tous les cas que j'ai eu à dealer présentement, ça a été des femmes malheureusement. Le rôle d'une intervenante ou d'une déléguée sociale, aussi quand on parle de violence conjugale, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en aucun temps, il ne faut juger, mais aider. J'entends souvent, « Ouais, mais on a essayé de l'aider, puis elle est revenue avec. » Oui, il y a des grosses chances qu'elle le fasse une fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être que la 4e fois sera la bonne, peut-être que la 6e fois sera la bonne. Mais les personnes qui en sont rendues là, c'est difficile de quitter parce qu'ils n'ont plus de réseau social. Isabelle vous en a parlé tantôt. Ils n'ont plus de dignité. Ils ont été isolés. Donc, je vous en prie, si vous connaissez quelqu'un, aidez-les, même si vous avez l'impression que la personne ne veut pas s'aider elle-même. Il faut aller à son rythme et à elle et non à notre rythme à nous. C'est tellement facile quand on est là puis qu'on ne le vit pas d'essayer de ne pas comprendre ce que la personne vit. Mais avec le temps, dites-vous que si ça prend la 6e fois pour qu'elle quitte pour de bon, vous aurez réussi quand même votre coup. Je voudrais remercier Ginette et Sylvie pour l'invitation. Vous êtes notre 2e groupe ce soir à qui on le fait à l'extérieur d'Unifor. On en a fait 2 dans Unifor. Et pour moi, c'est une adaptation parce que je parlais plus des intervenants. Mais encore une fois, je vous remercie pour l'invitation de ce soir. C'est tellement plaisant de pouvoir partager cette partie-là de notre travail qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Merci à vous deux. S'il y a des gens qui ont des questions, j'imagine que vous pouvez ouvrir vos micros. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les micros. Les micros, je m'excuse. Sinon, bien, vous avez le QR que vous pouvez poser des questions. S'il y a des personnes qui veulent recevoir les présentations, bien, la présentation, vous pouvez me contacter au smajo@ftq.qc.ca. Je pourrai vous les faire parvenir. Vincent m'a dit qu'il avait enregistré le webinaire, donc il sera aussi sur YouTube. Vous allez pouvoir sur l'onglet, sur la page du conseil sur YouTube, on a un abonnement, donc vous pourrez, il sera accessible. Puis s'il y en a qui veulent directement le lien, bien, vous aurez juste à me l'écrire à la même adresse et nous vous le ferons parvenir.
Il y a une petite question ici. Est-ce qu'il y a des conventions collectives qui ont une clause pour protéger de la violence conjugale à cette heure-ci? France? Si on parle, nous, moi, j'ai beaucoup de conventions collectives qui ont les intervenantes auprès des femmes, comme je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'employeur et le syndicat se sont entendus pour qu'il y ait une personne qui agisse en tant qu'intervenante et qui rencontre les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Ce qu'on s'est assuré, entre autres, je l'ai dans des grosses compagnies comme chez Bell Canada. Il faut quand même s'adapter pour s'assurer que la personne n'est pas obligée d'aller voir son gestionnaire principal et dire « Hey, il faut que je m'en aille parler au syndicat, je suis victime de violence conjugale. » Non. Il faut que ça se fasse discrètement. Il faut que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui peut être au courant de ça. Donc, oui, il y a des conventions collectives qui parlent et d'intervenantes auprès des femmes et aussi de congés payés en cas de violence conjugale. J'en ai aussi que c'est des congés non rémunérés, mais que l'employeur s'engage à ne donner aucune mesure disciplinaire pour cause de ni mesure disciplinaire, ni mesure administrative si une personne est victime de violence conjugale, ce qui veut dire la personne s'absente énormément, parce qu'on s'entend que souvent ça commence avec des retards, des absences. L'employeur s'assure qu'il va retirer toutes les mesures disciplinaires si la personne démontre qu'elle a été victime de violence conjugale. Fait que c'est une protection soit salariale, soit d'aide ou aussi pour sauver l'emploi de la personne en cas où ce serait de la violence conjugale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah, je viens de voir. Oui, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Puis peut-être juste ajouter que c'est dans le document qu'Isabelle a parlé tout à l'heure. Vous avez vraiment des clauses types que vous pouvez juste recopier et adapter à votre employeur. Cette information-là va être faite, mais vous l'avez chez Bell Canada, vous l'avez au Sheraton Montréal, vous l'avez à l'Intercontinental. Il y a plusieurs endroits que je connais. Ouais, dans le document, il y a au moins une quinzaine de clauses de conventions collectives de différents milieux de travail qu'on a inclus dedans. Mais je vous dirais que il y a de plus en plus de conventions, en fait, qui l'ont parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'amène aux tables de négociation, pour être franche avec vous autres. Fait que là, je pense que quand on commence à systématiquement faire de l'éducation auprès des négociateurs, négociatrices, auprès des sections locales, ils l'intègrent dans leur clause de convention. Fait que, il y a des 10 jours qui sont négociés, plein de choses vraiment intéressantes, très créatives aussi. Excusez, j'écris mon adresse. Pas de problème. C'est bien correct. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci les filles pour votre présentation. Je crois que ça a été vraiment, vraiment apprécié. Puis, écoutez, je me promets de refaire, je suis sûre que le comité de conditions féminines va vouloir refaire l'exercice sur d'autres sujets. Donc, on se tient au courant et on se revoit probablement l'automne prochain. Merci. Ben, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Merci beaucoup, les filles. Oh, il y a une question, je pense. Ah. Je viens de c'est voir un bravo, merci. Okay. Non, dans le chat, quelle est la formation que les délégués spécialisés pour aider les femmes de... Ah, Jasmine, je crois. Quelle est la formation? Okay. Je sais que chez Unifor, on a une formation intervenante auprès des femmes. Par contre, elle s'adresse uniquement à ceux qui l'ont dans les conventions collectives, mais on a mis sur pied aussi une formation comment négocier des intervenantes auprès des femmes. Puis ça, c'est ouvert à tout le monde. Parce que des fois, on ne se le cachera pas, on a de la misère à convaincre nos comités de négociation de dire qu'il faut en faire une priorité. Bon, on va se dire les vraies choses, on est là pour ça ce soir. Et d'amener cette formation-là, comment le négocier, et c'est pourquoi le négocier, je pense que ça aide à l'intégrer à certaines sections locales. Je ne sais pas si la FTQ va vouloir mettre sur pied cette formation-là à court, moyen terme ou long terme, mais Unifor, on en a mis une sur pied, puis je suis sûre qu'on pourrait collaborer là, vraiment pour en monter une conjointement. Ah, ça pourrait être une belle... Mais c'est déjà dans nos cartons, en fait, au niveau de la violence conjugale. Fait que, on est en train de travailler on était en train de travailler sur une formation en présentiel. Mais là, tout est un peu retardé avec la COVID. Mais sachez au moins qu'à partir de cet été,
On devrait terminer. On a fait des travaux avec le Congrès du travail du Canada et on va vous mettre à votre disposition une formation qui va durer à peu près 1h30 qui va être en ligne. Donc, c'est pas l'idéal, hein, parce que l'idéal, c'est toujours d'être en face à face, mais quand même, sachez que ça s'en vient dans les cartons, puis ça va être disponible à partir de cet été. Avec des vidéos, quelque chose de vraiment interactif, de bien là. Bien, merci, mesdames. Puis je vous souhaite à toutes un bel été et de bonnes vacances. Merci. Bonjour à beaucoup. toutes. Merci tout le monde. Bye. Au revoir. Bon été tout le monde. Merci tout le monde. Bon été.